Bonjour à tous. Je suis Maxime Moncan, donc chargé de mission agriculture à l'ADEME Basse-Normandie. Et donc je suis en présence aussi avec Régis Vécrin, donc chargé de mission détaché de la Chambre d'agriculture de l'Orne au Parc naturel régional Normandie-Maine. Et donc Bulle Pouzoulet, qui est la chargée de mission du programme d'action globale, n'a pas pu être là aujourd'hui, mais voilà, on a construit. Pardon? Un peu le son. Voilà, et donc je viens vous parler aussi de la démarche Climagri en fait, expérimentale qui a été mise en place et qui a permis en fait au Parc Normandie-Maine de construire un plan d'action derrière sur l'énergie et les gaz à effet de serre autour de 3 grands axes. Mais on verra. Donc moi je suis en première partie pour vraiment vous expliquer un peu comment s'est mis en place cette expérimentation. Et Régis vous présentera un peu le programme d'action et comment ça se déroule avec un groupe notamment qui a été mis en place d'agriculteurs pour travailler vraiment exclusivement sur ces questions d'agriculture, enfin d'énergie et de gaz à effet de serre, et à la modification de leur système. En premier lieu, une petite carte de la Basse-Normandie pour vous montrer un peu le morcellement en fait en pays et en parcs naturels régionaux. Donc on a 3 parcs naturels et 13 pays. Et donc tous ces pays ont plus ou moins signé des contrats Athénée ou des contrats d'objectifs territoriaux, avant bien sûr la mise en place des plans climat qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, et donc vous pouvez ici avoir le parc Normandie-Maine qui est à cheval sur 2 régions et 4 départements. Donc au niveau de la Basse-Normandie, c'est un territoire d'élevage laitier. Et donc nous avons à peu près, suivant les bilans Climagri qui a été effectué aussi à cette échelle, à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du territoire. Donc l'enjeu agricole est vraiment très important. Voilà. Donc le parc naturel régional est une entité plutôt intéressante dans ce cas-là, puisque depuis 1975, elle soutient pas mal les productions identitaires du territoire. Elle a animé des contrats Natura 2000, mis en place et accompagné les mesures agro-environnementales, ce qui explique aussi un peu le rôle du parc sur ce programme et la volonté du parc naturel et de ses élus de travailler exclusivement sur l'agriculture, puisqu'elle est... Le parc en fait est à cheval avec 5 pays, et les 5 pays, bon, il y en a 3 d'entre eux qui ont mis en place un plan climat territorial, ce qui fait qu'il n'était peut-être pas nécessaire de repartir sur un plan climat à cette échelle-là. Et donc ils ont préféré se concentrer exclusivement sur l'agriculture, parce que vous le verrez, c'est une grande partie du territoire et de la SAU qui est quand même agricole. Donc en 2005, elle s'est engagée aux côtés de l'ADEME sur un contrat Athénée, donc qui sont des actions territorialisées pour l'énergie et l'efficacité énergétique. En 2008, ça a été réédité au même moment que la charte du parc Normandie-Maine. Donc il y a différentes mesures qui se sont mises en place et qui ont renforcé un peu le rôle du parc sur justement la lutte contre le changement climatique, l'utilisation durable de ressources, ou encore la biodiversité, ou encore le maintien du bocage. Donc on ne le voit pas trop, mais une forte volonté et un engagement fort des élus sur cette question-là, ce qui a permis en fait au parc en 2010 de rentrer dans l'expérimentation Climagri et de bien sûr après par la suite concevoir un programme. Donc les objectifs premiers de cette démarche Climagri a été de mettre à jour le bilan énergie et gaz à effet de serre du territoire, d'évaluer l'intégration et la pertinence de cet outil dans une démarche climat-énergie sur cette échelle de territoire, et d'avoir bien sûr un support pour l'orientation de ces programmes d'action. Et bien sûr essayer de voir s'il y a une pertinence à la reproductibilité de ces actions et de ces différentes opérations sur les territoires en fonction des spécificités de chaque territoire, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'outil Climagri. C'est un outil de type analyse de cycle de vie qui permet en fait de comptabiliser les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un territoire. Donc vous pouvez voir ici, en fait on va rentrer une somme d'informations sur les cultures, les prairies, les forêts, sur l'élevage, en prenant bien sûr les consommations d'énergie directes et indirectes. Et puis on peut avoir ces résultats-là. Il y a d'autres indicateurs aussi qui sont venus se rajouter, donc comme le stockage du carbone, les variations du stock de carbone, et plus récemment des indicateurs environnementaux sur effectivement la pression azotée ou ces genres de choses qui permettent d'avoir une vision assez globale du territoire. Mais l'outil reste un outil, et on parle souvent de démarche territoriale en fait. Donc là on ne le voit pas très bien non plus, mais
cette démarche a permis de réunir les différents partenaires d'un territoire autour de ces enjeux énergie et gaz à effet de serre pour l'agriculture, mais aussi pour la forêt. Donc vous verrez, hein, j'ai sommé un peu la liste des acteurs qu'on a essayé de réunir pour ce travail-là, mais on peut retrouver les responsables locaux, les élus, le représentant des milieux agricoles et forestiers et des experts. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir réunir vraiment tous ces gens autour de la table pour essayer de mutualiser ces informations et de travailler effectivement de concert pour aller vers un objectif commun. Bien sûr, l'outil permet de réaliser un bilan territorial chiffré et avec la démarche de comprendre les enjeux agricoles et forestiers du territoire et d'identifier les priorités d'action en fonction des leviers disponibles et à différentes échelles de temps. Et bien sûr, ça permet aussi de réaliser des simulations d'action en fonction des actions qu'on aurait pu mettre en place. Donc tout ça aide à la construction d'un plan d'action concret sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. La démarche Climagri ne fonctionne plus comme ça a pu l'être pour le parc naturel. Donc au départ, le parc naturel est rentré dans cette expérimentation. Donc c'est l'ADEME qui a réalisé ce bilan et qui a essayé, avec les gens du parc, de construire ce programme. Et donc là, vous pouvez voir à peu près la liste des acteurs qui ont été sollicités en fait, pour cette démarche. Donc ils sont assez nombreux. Donc, ce que je disais ce matin, c'est qu'effectivement, les seuls qui n'ont pas vraiment été là sont les industries agroalimentaires. Peut-être aujourd'hui, ils n'y voyaient pas l'intérêt, mais je pense qu'effectivement, il y a un fort intérêt à ce que ces gens-là aussi soient sollicités, puisque, comme ça a été dit ce matin aussi, c'est des gens qui ont des réseaux, qui influencent beaucoup aussi le monde agricole, et donc l'intérêt aussi de les associer à ces démarches. Mais vraiment, l'expérimentation a fonctionné pour pouvoir construire ce programme d'action grâce à tous ces acteurs et en essayant en fait de leur faire partager en fait et de leur faire valider toutes les données qui ont pu être mises en place et analysées au cours du travail qui a été effectué. Voilà, donc les différents objectifs après pour la construction de ce programme, ça a été bien évidemment de mettre en réseau les différents partenaires et d'inciter aux approches collectives. Ça, je pense que c'est un point fort. De sensibiliser les agriculteurs sur des modes de production qui sont peut-être les plus pertinents en fonction de leurs contraintes pédoclimatiques et économiques. Donc il y a eu un travail aussi sociologique, mais ça Régis vous le présentera aussi, sur les résistances au changement, et d'apporter des informations et des références en matière de modification de ces systèmes d'exploitation, qui sont bien sûr, et ça je pense que c'est très important, intégrés dans une approche systémique et globale. Pourquoi? Parce que finalement, on veut modifier des systèmes, ça prend du temps, mais il faut aussi du conseil agricole, quand même dédié pour ces questions-là. Donc aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est vraiment le fil rouge, l'énergie et les gaz à effet de serre, parce que ce n'est pas forcément l'entrée la meilleure pour inciter les agriculteurs à travailler sur ces questions-là. Et plutôt, on remarque que c'est plutôt des questions économiques. Mais en tout cas, un réel besoin de formation et de conseils dédiés. Donc, le programme qui s'appelle aujourd'hui « Soutenir l'adaptation des exploitations agricoles aux enjeux énergétiques et climatiques ». Donc, sur les simulations de l'outil Climagri, on a pu faire un tour d'horizon des actions passées, en cours et qui émergeront et qui émergent. Donc, on a à peu près 5 actions et 35 phases opérationnelles dans ce programme. Donc, on a pu concevoir aussi un plan de financement. Vous pouvez voir le budget des actions qui a été évalué à 492 000 € sur 3 ans, 4 ans. Donc avec une forte participation de l'ADEME Basse-Normandie et de la région Basse-Normandie, mais également de la région Pays de Loire, puisqu'elle est bien sûr à cheval sur cette région-là, et de l'ADEME Pays de Loire, et aussi de la DRAF et du FEADER. Donc ça a permis d'apporter un soutien quand même conséquent au parc naturel. Voilà, donc là vous avez un peu les 3 grands axes, mais que Régis développera. Donc de renforcer les connaissances agricoles du territoire et de ses acteurs, donc avec une analyse sur les 3 recensements agricoles, 7% de bilan énergétique sur les 1800 exploitations du parc, une étude sociologique donc, et une étude économique pour évaluer aussi comment se portent les exploitations, et bien sûr après toute une mise en réseau. Le deuxième axe, développer le mix énergétique et l'autonomie des exploitations agricoles au travers donc, de bancs d'essai moteurs, d'équipements de systèmes laitiers en groupement d'achat, d'énergie renouvelable, de bois énergie. Il faut savoir qu'effectivement, depuis la fin 2010, il y a une forte dynamique autour du bois énergie. Un peu plus sur l'éolien, c'est en train de se mettre en place. Bon, le solaire thermique et le photovoltaïque sont un peu plus marginales, mais c'est quand même l'équivalent d'une production de 2000 tonnes équivalent pétrole
alors que bon, la population est uniquement 4% du territoire. Donc c'est quand même intéressant. Et donc le troisième point, où on retrouve le groupe d'agriculteurs qui travaillent sur ces questions-là, c'est d'optimiser le bilan de gaz à effet de serre et des systèmes de production. Donc ça, je vais laisser Régis traiter ces questions-là. Si vous avez des questions. Avec Régis. Donc bonjour à tous, donc Régis Écrin. Donc moi je vais vous présenter donc le projet agriculture, climat, énergie donc au sein du parc naturel Normandie-Maine. Donc sur cette première diapo, donc comme vous pouvez le voir, Maxime l'avait déjà présenté sur sa première, vous avez voilà le parc Normandie-Maine qui se situe à cheval sur deux régions, donc la région Basse-Normandie et en dessous la région Pays de Loire. Donc et au sein de ces deux régions, vous avez 4 départements qui le composent. Donc la Manche, une petite partie du territoire, et l'Orne pour la Basse-Normandie, la Mayenne et la Sarthe pour les Pays de Loire. Donc l'agriculture a une place importante sur le territoire car elle représente 61%. Et dans ces 60%, vous avez 70% qui est lié à la surface fourragère principale et 30% qui est lié aux grandes cultures, avec bien sûr une prédominance de l'élevage laitier. Donc on voit bien que l'agriculture a un ancrage fort sur le territoire du parc Normandie-Maine. Donc voilà, le projet s'intitule « Soutenir l'adaptation des exploitations agricoles aux enjeux énergétiques et climatiques ». Alors son objectif, bien sûr, c'est de réduire l'impact des exploitations agricoles et du parc sur l'effet de serre. Donc, ce projet est décliné en 3 grands axes, 3 grandes actions. Donc, la première doit renforcer les connaissances agricoles du territoire et de ses acteurs. Donc, pour renforcer ces connaissances, 3 volets sont mis en place dans cette première action. Donc, un premier volet technique. Donc c'est, en titre d'exemple, c'est une mise à jour des données au niveau du RGA 2010, donc récupération de données. Le deuxième volet, c'est le volet économique, où là, donc sur ce volet économique, on a le CER, le CER France a mené une étude économique sur les exploitations du territoire du parc Normandie-Maine, et on se rend compte que vous avez donc 70% de ces exploitations qui ont une santé financière assez saine. Donc c'est plutôt rassurant par rapport aux exploitations qui sont sur le territoire du parc. Et le troisième volet, donc pour renforcer ces connaissances, c'est un volet sociologique, où là il y a des sociologues de l'université de Caen qui ont mené donc une enquête chez 70 agriculteurs du territoire, où l'objectif, ça a été de voir quelle était la perception des agriculteurs vis-à-vis de cette transition énergétique, comment ils percevaient les choses. Et pour ce faire, un modèle abouti de la transition énergétique, ça peut être l'agriculture biologique, où effectivement, quand on est en agriculture biologique, souvent, en termes d'intrants, tout ça, on a tiré énormément, en termes d'économie, on est plutôt sur des exploitations qui sont assez autonomes. Donc, suite à ça, il y a eu un échange avec les 70 agriculteurs, et ça a permis de classer ces différents agriculteurs dans 4 groupes, suivant bien sûr la manière dont ils voyaient l'agriculture biologique et surtout par rapport à leur capacité d'innovation. Une moins bonne capacité d'innovation jusqu'à une capacité d'innovation assez forte. Donc voilà, ça a permis de... Et les 2 groupes principaux sont ici. Donc vous avez le groupe des opportunistes et le groupe, donc là j'ai un trou, donc je vous ai dit opportuniste, éconnier, et ça, donc là c'est les marginalisés, c'est le dernier qui me manque, un trou, peut-être le revoir, attendez, non je vois plus, je sais plus, attendez, Maxime, j'ai un trou, les routiniers, voilà, excusez-moi. Donc ça, c'était la première action.
Donc la deuxième action a été de développer le mix énergétique et l'autonomie des exploitations agricoles. Donc pour développer le mix énergétique, donc 3 volets. Un premier volet financier, par la mise en place du passage des tracteurs au banc d'essai, donc pour contrôler les moteurs. Un deuxième volet par la communication. Donc là, en termes de communication, tout ce qui est information sur les énergies renouvelables, sur le photovoltaïque, sur la méthanisation, sur le bois déchiqueté. Donc c'est apporter de l'information. Et un troisième volet qui est celui de la négociation. Donc plus essayer d'aider les agriculteurs à monter des dossiers sur des groupements d'achat pour des prêts refroidisseurs, pour des récupérateurs de chaleur. Et la troisième action, donc, qui s'intitule Optimiser donc, le bilan de gaz à effet de serre des systèmes de production, avec à nouveau 3 volets. Un premier volet sur la formation. Donc là, c'est d'apporter en groupe de l'information aux agriculteurs. Un deuxième volet, le conseil et l'accompagnement, où là, on va suivre ces agriculteurs. Donc c'est mon travail, je dirais, de suivre ces agriculteurs individuellement et de mettre en place ce qu'on a pu voir au travers des formations ou de ce qu'on va pouvoir analyser sur le terrain pour justement optimiser ce bilan de gaz à effet de serre. Et un dernier volet, le volet communication, où là, c'est à nouveau plus d'apporter de l'information vers je dirais pas des nouvelles filières, mais des filières qui peuvent avoir des niches comme la filière chanvre, comme l'agroforesterie. Donc c'est aussi de communiquer sur ces filières-là. Alors, comment donc optimiser donc, le bilan de gaz à effet de serre des systèmes de production? Donc, dans un premier temps, on va le voir juste après, donc, je vais vous présenter rapidement les gaz à effet de serre sur l'exploitation agricole, avant de vous présenter donc, le calendrier de travail qu'on a pris pour ce projet. Et je terminerai donc, par vous présenter les actions qui sont en cours. Alors, quand on regarde au niveau de l'exploitation agricole et des gestes, donc vous avez 2 types d'émissions, les émissions directes, les émissions indirectes. Globalement, quand on va avoir des émissions du milieu vers l'atmosphère, donc ça sera bien sûr lié au type d'exploitation que l'on va rencontrer et à la localisation de ces exploitations. Donc, type d'exploitation, quand on est sur des exploitations d'élevage, ça ne sera pas tout à fait la même chose que quand on est sur des exploitations en grande culture. Et des exploitations en grande culture chez nous en Normandie, ce ne sera pas la même chose que des exploitations en grande culture dans la Beauce. Donc tout ça fait qu'on aura des émissions vers l'atmosphère qui seront un petit peu différentes. Avec bien sûr un facteur important qui est conditionné aussi à la région, etc., le stockage du carbone, qui va être pris en compte par tout ce qui va être aspect prairie, les haies, cet aspect bocager, tout ça, va permettre, je dirais, de diminuer ces émissions vers l'atmosphère. Alors, premier secteur où on va avoir des émissions, donc c'est tout ce qui va concerner les déjections en bâtiment, le stockage des déjections. Donc, dans ces bâtiments-là, on aura des émissions de méthane, donc le CH4, sous forme liée aux fermentations entériques. Et vous allez avoir un deuxième type d'émission, le dioxyde de carbone, donc lié à tout ce qui concerne plutôt l'isolation, le chauffage de ces bâtiments. Tout ce qui va concerner l'épandage, tout ça, on le verra de manière plus globale avec la fertilisation. Deuxième secteur, ce qui est lié au pâturage, aux déjections des animaux, bien sûr, avec à nouveau émission de CH4 liées aux fermentations entériques. Mais par contre, les déjections émises au pâturage permettront d'apporter de la matière organique au niveau des prairies. Et cette matière organique va permettre de fixer le dioxyde de carbone, donc de réduire un petit peu, d'équilibrer la balance vis-à-vis des émissions en dioxyde de carbone. Troisième secteur, tout ce qui va concerner l'utilisation des engins agricoles, donc à chaque intervention, que ce soit au niveau des grandes cultures ou de l'élevage, donc on aura émission de CO2. Et enfin, le gros volet fertilisation azotée, qu'on soit fertilisation azotée sur les cultures, fertilisation azotée ou épandage des déjections, etc. sur les parcelles, sur les prairies. Donc on aura une partie qui va repartir sous forme donc,
de protoxyde d'azote vers l'atmosphère. Et de manière globale aussi, lorsqu'on aura du lessivage d'azote, on aura également émission de dioxyde de carbone. Enfin, sur les émissions indirectes, donc là on aura, sur tout ce qui concerne les émissions indirectes, donc on aura émission de dioxyde de carbone, et ce qui est en lien, donc c'est tout ce qui va concerner voilà, l'extraction, la fabrication, le transport d'intrants extérieurs à l'exploitation. Alors, en termes de calendrier de travail, alors on va voir, il y a 5 périodes. Donc la première période, donc on remonte dans le temps l'année dernière, début de l'année 2012, donc on a rencontré tous les partenaires, on a échangé avec eux pour leur présenter le projet, avoir leur ressenti, voir si déjà les partenaires pouvaient nous donner des noms d'agriculteurs qui seraient partants par rapport à ce projet. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de présenter ce projet aux agriculteurs, de leur donner des éléments économiques, chiffrés, etc., pour qu'ils prennent la mesure du projet et surtout pour qu'ils voient qu'on peut faire des choses sans dégrader la santé économique de l'exploitation. Parce qu'on se rend bien compte rapidement que si économiquement ça ne tient pas la route, derrière il n'y a personne qui va suivre. Donc c'est une partie qui est très importante. Alors sur le groupe pilote, voilà, donc ça c'est la carte à nouveau du territoire. Alors on voit moins bien avec la lumière, on s'en excuse. Donc vous avez, sur les 15 exploitations, vous avez 9 exploitations de type bovin-lait, 2 exploitations de type viande, donc plutôt au Pays de Loire, sur les Pays de Loire, et 4 exploitations de grande culture, 2 dans les Pays de Loire, dans la Sarthe, et 2 dans l'Orne. Alors, non, c'était pas là que je dois revenir. Non, pourquoi il ne veut pas revenir là? Voilà, excusez-moi. Troisième période, donc on a réalisé, une fois que le groupe était constitué, donc on a réalisé les diagnostics diataires sur ces exploitations. Alors en termes, quand on prend les 15 exploitations, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc en termes des émissions de gaz à effet de serre, quand on est sur des exploitations de type grande culture, vous avez 52% des émissions qui sont dues au dioxyde de carbone et 48% des émissions qui sont dues au protoxyde d'azote. Quand on passe en élevage, donc on voit l'apparition du méthane pour 44% et les deux autres postes, donc vous retrouvez le dioxyde de carbone pour 33% et le protoxyde d'azote pour 23%. En termes de postes les plus énergivores, en grande culture, vous avez 2 postes, le poste fertilisation et le poste fuel, en lien bien sûr avec leurs émissions. Et quand on est en élevage, vous avez ce qui va se rajouter, c'est le poste alimentation. Donc là, sur ce schéma-là, on voit bien, ou en tous les cas, on devine un petit peu sur quoi on doit travailler pour essayer d'améliorer les gaz à effet de serre. Ah. Donc quatrième période, elle sera double. Donc en mai-juin, donc une fois qu'on a eu ces résultats-là, on a refait le point avec tous les agriculteurs, on leur a présenté les résultats, on a défini avec eux un plan d'action, de formation, pour voir un petit peu sur chaque exploitation comment on allait pouvoir travailler. Et en même temps, on a réuni donc le comité de pilotage, donc plus pour présenter l'avancée du projet vis-à-vis des financeurs. Ce comité de pilotage se réunira une fois par an pour à chaque fois faire un point d'étape de l'avancée de l'état des travaux. Et enfin, donc dernière période sur l'année, donc qui a débuté l'année dernière à partir du mois de juillet, donc ça a été vraiment de conseiller, d'accompagner, de suivre ces agriculteurs face au changement. Donc de voir avec eux progressivement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, de bien analyser leur situation pour voir comment on peut les améliorer. Pour 2013-2014, même principe, toujours du conseil et de l'accompagnement sur toute l'année. Le comité de pilotage qui se réunira en général au milieu d'année. Et enfin, la phase, je dirais plus, de synthèse, de communication pour justement diffuser pour les agriculteurs, pour les partenaires, leur donner les premiers résultats, leur dire exactement où on en est. Et je terminerai donc par les actions en cours avec le groupe pilote. Donc il y en a 3.
Alors la première action, c'est une action de formation. Donc où là, l'objectif, c'est d'accompagner les agriculteurs de manière collective. Donc là, c'est vraiment pour de les faire échanger entre eux, parce que c'est aussi hyper important. C'est bien de les voir seuls, mais c'est bien qu'ils se voient déjà aussi entre eux pour se dire qu'ils ne sont pas tout seuls, entre guillemets, ou à ramer, etc. Et puis ça lève pas mal de questions sur différents sujets, donc c'est intéressant. Donc il y a eu une première formation sur la fertilisation par rapport à ce qu'on a vu sur les postes les plus énergivores et émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a eu un deuxième poste sur tout ce qui était sur le fuel, donc avec passage des tracteurs au banc d'essai, éco-conduite, formation sur le travail du sol. Et enfin, formation sur la conduite du pâturage, la gestion de l'herbe. Deuxième action, donc c'est le suivi et l'appui individuel. Donc là, c'est vraiment de les accompagner, d'échanger avec eux à des moments clés sur les itinéraires pour essayer, si possible, de prendre les bonnes décisions. Alors on l'a dit ce matin, je ne l'avais encore pas dit, les 15 agriculteurs qui composent le groupe sont quand même des agriculteurs qui sont déjà assez pointus. Donc souvent, quand on va apporter des modifications, je dirais, ça devient, c'est subtil, c'est des petites choses, je passe pas, c'est pas, on fait pas des virages à 180, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un suivi assez pointu pour, si possible, des fois prendre les bonnes décisions. Et la dernière, donc c'est la partie communication, où là, bien sûr, ça va être de communiquer vers les agriculteurs et vers les partenaires du projet. Voilà, j'ai fini, je vous remercie pour votre attention. Et vous avez le logo des partenaires et des partenaires financiers qui